pour comprendre pourquoi ça ne marche plus, il faut revenir évidemment quelques mois en arrière pour évoquer quand même comment cela fonctionnait, le pressing barcelonais. Alors on va pas revenir au tout début, c'est-à-dire à 2008 et avec la version Barça avec Samuel Eto'o, etc. On va plutôt rester sur la version Barça champion d'Europe en 2011 avec champion d'Europe en 2011 avec David Villa sur l'aile gauche et Pedro sur l'aile droite avec Messi dans l'axe. On avait ensuite Iniesta, Xavi, Busquets et 4 défenseurs dont Eric Abidal, Daniel Alves, Puyol et Piqué. Finalement, on les a tous. Alors la clé, quand une équipe presse, je pense que les plus habitués du blog et des analyses tactiques le savent, c'est la clé vraiment lorsqu'une équipe presse, ça vient pas forcément des 3 milieux de terrain. Parce que si les milieux de terrain pressent sans que les attaquants fassent le job, ils vont presser dans le vide et ça risque de mal se passer. Donc la clé vraiment pour avoir un bon pressing, c'est d'avoir des attaquants, ou en tout cas une première ligne forte. Alors, le calcul n'est pas forcément, c'est pas forcément théorique, mais moi en général quand je regarde un match, si en général 2 des 3 ou 4 membres de la première ligne, selon le système 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, selon le système, si au moins 2 attaquants pressent, il y a véritablement des chances pour que l'équipe arrive à jouer haut et à asphyxier l'adversaire. Évidemment, si la défense et le milieu de terrain suivent le rythme, sinon ils vont presser dans le vide. À Barcelone, à l'époque en 2011, les 2 attaquants qui pressaient, c'était David Villa, qui faisait une course comme ça et qui allait presser en gros dans la zone d'un des défenseurs centraux, et Pedro qui faisait la même chose de l'autre côté, dans la zone du deuxième. Je vais faire juste les 2 défenseurs centraux, je vais juste les faire 2 petits points, noirs plutôt que bleus, sinon on va s'y perdre. Donc 2 petits points noirs pour les défenseurs centraux adverses. Donc on avait ce pressing là sur les premiers axiaux, on avait le gardien aussi ici. Alors cette montée, cette sortie de Pedro et de Villa, ça faisait aussi sortir Xavi, enfin Iniesta ici, et Xavi qui montaient dans cette zone-là, qui en l'occurrence se retrouvaient dans la zone, vous l'avez compris par vous-même, des 2 milieux défensifs habituels. S'il y en a 3, le troisième il se retrouve naturellement dans la zone de Messi, donc il n'y a pas de problème, mais s'il décroche, Messi, si en général fait pas d'effort, peut toujours aussi avancer comme ça, même si c'est pas son travail habituel. Et derrière, on avait évidemment tout le bloc barcelonais qui remontait dans la foulée, donc Busquets venait dans le rond central, nos latéraux montaient là, nos défenseurs centraux ici, et l'autre latéral de l'autre côté. L'idée c'est que, en pressant de cette manière-là, le Barça ne libérait qu'une zone pour l'adversaire, s'il voulait essayer de relancer court et éviter de balancer. Il ne libérait qu'une zone, c'était que 2 zones en l'occurrence, c'est les 2 zones que quittaient Villa et Pedro pour faire leur pressing dans l'axe. Le souci c'est que, déjà si le pressing sur l'axe adverse était bien fait, il était compliqué pour les défenseurs centraux de trouver leurs latéraux dans ces zones-là. Je vais les faire aussi les latéraux. C'était compliqué de les trouver. Et s'ils les trouvaient, on avait un Barça qui se retrouvait dans une situation où, si Villa et Pedro étaient hauts, on pouvait avoir on avait le milieu à 3 qui coulissait avec Iniesta, Busquets, Xavi qui prenaient leurs adversaires ici, et derrière toute une défense qui resserrait sur un côté et qui tentait d'enfermer l'adversaire. Nous voilà donc au début de la saison 2012-2013, Guardiola est parti, l'Espagne a été sacrée championne d'Europe avec Iniesta au poste de milieu gauche, devant Jordi Alba au poste de latéral gauche, donc le Barça, sans surprise, a dit à David Villa de s'asseoir sur le banc, sur le banc, et a construit le même milieu de terrain avec donc Iniesta, Alba, tout ça dans le but d'intégrer Cesc Fabregas ici. Alors, le problème, c'est que, en intégrant Cesc Fabregas au détriment de David Villa, le Barça s'est enlevé un joueur capable d'aller courir comme Pedro, parce que Pedro peut toujours le faire, d'aller courir sur les défenseurs centraux adverses. Alors,
Iniesta aurait pu aller courir, mais il n'est pas dans ce profil-là, il n'a pas la pointe de vitesse non plus pour sortir assez rapidement et véritablement mettre une certaine pression sur les défenseurs centraux. Fabregas n'est pas fait pour ça et ne l'a, je crois, jamais fait de sa carrière, pas même à Arsenal, peut-être dans les premières années. Et Messi ne le fait pas depuis qu'il est dans cette position d'avancement, puisque à la base, il est censé être encadré par deux ailiers capables et censés faire ces courses-là. Mais maintenant, il n'y a plus qu'un seul ailier. Alors, c'est pas très compliqué de comprendre que l'adversaire, avec le défenseur central ici, s'il est coincé de ce côté-là, il lui suffit d'ouvrir sur son partenaire de la défense centrale, qui lui va avoir tout le terrain, tout ce flanc du terrain, parce que le Barça défend encore pas trop mal de ce côté-là. Les attaques de son côté droit ont du mal à partir, parce que Pedro fait le boulot, parce que Xavi est toujours bon si devant lui il y a un joueur qui va presser, parce que Xavi peut toujours défendre en avançant, mais dès qu'il s'agit de défendre en reculant, il est beaucoup plus en difficulté. Et pareil pour Daniel Alves d'ailleurs. Donc l'adversaire, il n'est pas bête, il va souvent passer par son défenseur axial droit, puis par son latéral droit, par ici, pour orienter le jeu, et ressortir les ballons, soit dans l'axe, même si c'est un peu dangereux, vers son milieu de terrain, parce que là aussi, Cesc Fabregas n'est pas un joueur très efficace dans cet exercice du pressing et laisse quand même plus d'espace qu'un joueur comme Xavi quand il s'agit de défendre en avançant, là encore je le redis. Soit il va jouer devant lui et il va rechercher son ailier droit, si tant est que l'ailier droit soit plus efficace, soit plus fort physiquement que Jordi Alba. Exemple, la relation Boateng-Montolivo qui a fait beaucoup de mal au Barça lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Alors évidemment, pour régler le problème des coureurs devant, la solution la plus simple, ce serait de remettre un joueur capable de courir et d'aller chercher la relance adverse. On a Pedro qui est un titulaire indiscutable à droite. À gauche, logiquement, ce devrait être David Villa, mais si le Barça a encore un problème, encore des soucis avec David Villa, il y a des joueurs comme Alexis Sanchez, comme Tello, qui, si je pense cela leur est demandé, peuvent aller faire l'effort et peuvent se sacrifier entre guillemets pour le reste de l'équipe et aller chercher les deux relanceurs adverses. Derrière, ça permettra au Barça de retrouver une certaine sérénité dans la fermeture sur les côtés et peut-être de retrouver une défense plus solide. Un problème subsisterait encore, et ce problème date depuis le diagnostic de la maladie d'Eric Abidal et le début de son indisponibilité, c'est dans les transitions défensives. Alors les transitions défensives, pour les décrire, on va parler du Barça de l'époque Abidal, quand il jouait encore. Et donc quand le Barça attaquait avec l'époque Abidal, on avait Messi devant, Villa devant, Iniesta devant, Xavi devant, Busquets qui restait là, Abidal qui restait là, Puyol qui restait dans le coin, Piqué ici, Alves devant et Pedro devant. On avait tous ces joueurs-là qui attaquaient, qui faisaient leur tambouille, etc., qui développaient les attaques. Et on avait ces joueurs-là qui restaient en couverture. Donc je répète, Abidal, Puyol, Piqué, Busquets. 3 joueurs sur une ligne et Busquets en sentinelle, hein, le grand classique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Barça, quand il est dans cette configuration-là, le joueur à gauche, c'est Jordi Alba, pardon, quand il ne monte pas. Et Jordi Alba, c'est quand même moins la sérénité à la retombée des longs ballons ou à la couverture qu'un joueur comme Eric Abidal. Même chose de l'autre côté, Daniel Alves est, selon les supporters barcelonais que je peux entendre, à gauche à droite, de moins en moins irréprochable dans les efforts défensifs et dans les transitions et dans la couverture. Quand le Barça attaque à gauche, Daniel Alves ne monte pas et doit rester à droite. Donc ce 3+1 là ne fonctionne plus aujourd'hui. Qui plus est, le Barça en ce moment se retrouve dans des situations où l'adversaire sait comment le prendre et où il doit faire très souvent décrocher un joueur
à hauteur de Sergi Busquets pour, on va dire, réorganiser sa relance dans l'axe autour de Busquets, Puyol, Piqué, et en l'occurrence, on va le faire ici, c'est Xavi qui décroche et qui vient occuper le milieu de terrain, qui fait en gros un rôle de piston, qui ensuite va remonter, puis c'est Fabregas ou Iniesta qui va décrocher, etc., etc. Évidemment, les latéraux réagissent en conséquence, ils descendent et ils montent en fonction du côté où le jeu se déroule. L'idée, c'est que peut-être que le Barça pourrait trouver une solution en abandonnant cette couverture en 3+1 qui ne fonctionne plus. Et le Barça pourrait peut-être s'appuyer sur un 2+2, c'est-à-dire 2 joueurs pour couvrir la largeur, en gros ce seraient les 2 défenseurs centraux, et 2 joueurs axiaux pour bien fermer l'axe, et qui resteraient plus en couverture plutôt que d'être attirés offensivement. L'avantage d'un 2+2 tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il permet aux 2 latéraux de monter en même temps et d'apporter peut-être la largeur qui manque aujourd'hui au jeu du FC Barcelone. Et je vais l'illustrer ici. Je mets Alba et Alves ensemble et je me retrouve peut-être avec un meilleur équilibre offensif avec voilà, des joueurs un peu partout sur le terrain, 2 à gauche, 2 à droite et 2 dans l'axe. Et donc c'est 4 joueurs en couverture. Et oui, rappelez-vous de l'Euro 2012. Iniesta, Jordi Alba. On va juste faire les Barcelonais d'abord. Xavi, à ce poste-là. Fabregas était devant, mais si on l'adapte à Barcelone, on met Lionel Messi. Pedro à droite, sachant que ça pouvait être aussi Silva avec la Roja. Puyol et Piqué en défense, Busquets au milieu de terrain, et il reste donc seulement 2 postes à pourvoir, en plus évidemment de Valdés pour Casillas. Il nous faut un latéral droit, en l'occurrence Daniel Alves, il est fait pour, et un milieu de terrain. Alors là, c'est la grosse cote, et ça explique peut-être pourquoi le Barça l'a recruté l'été dernier. Rappelez-vous ce que je viens de dire à propos du 3+1 et du 2+2, de l'absence d'Abidal, qui enlève un joueur capable d'évoluer en couverture, ce que ne peut pas faire Alba, ce que ne peut pas faire Alves. Et si c'était pas l'heure d'Alexandre Song au milieu de terrain pour le Barça? Alors évidemment, Alexandre Song a son meilleur niveau, pas le Alexandre Song que les supporters du Barça ont pu voir peut-être sur les premiers mois de la saison. Mais Alex Song, ça paraît être le joueur qui se rapproche le plus d'un Xabi Alonso, qui complète évidemment le milieu de la sélection espagnole avec Sergio Busquets. Alors comment s'articulerait une telle équipe si on l'adapte au FC Barcelone? Premier point positif, c'est qu'on a Xavi ici, et que Xavi, même si les années commencent à lui peser dans les jambes, c'est toujours un joueur capable d'aller presser la relance, et d'ailleurs, il le fait avec l'Espagne. Il ne le fait plus pendant 90 minutes, on en avait profité avec l'équipe de France, mais il est capable de le faire pendant une bonne heure de jeu. Deuxième point positif pour Xavi, son repositionnement avancé le dispensera sans doute d'une partie du repli défensif. Donc ces longues courses qui peuvent plus fatiguer que le pressing, ces longues courses répétées, parfois dans le vide, etc., etc., eh bien, elles reviendront plus aux joueurs de couloir, des joueurs comme Pedro et comme Iniesta, à qui on demandera de se replacer pour reformer le milieu de terrain avec Busquets, et donc avec notre second milieu défensif, qui pourrait, et là évidemment je mets du conditionnel, parce que c'est une grosse cote, être Alex Song. Ça permettrait au Barça de se regrouper sur un 4-4-2. Il l'a déjà fait, certains l'ont vu, notamment quand il était réduit à 10 lors d'un Classico à Madrid, je ne sais plus lequel c'était cette saison, je crois que ça date de la Supercoupe. Vous l'avez fini en 4-4-1, ben peut-être que le Barça se repliera de cette manière-là, on verra face au Milan AC. Parce que le grand avantage, on en a rapidement parlé tout à l'heure, c'est que avec un quatuor tel que Puyol, Piqué, Busquets et Song, derrière, on se retrouve devant avec 6 joueurs qui peuvent développer des offensives sur toute la largeur du terrain. Alors, on se retrouve avec Iniesta, Alba sur l'aile gauche,
Xavi Messi dans l'axe et Pedro Daniel Alves côté droit. Tous ces joueurs-là seraient capables d'offrir des courses, de monter, etc., etc., etc. Il y a évidemment toujours la possibilité, si l'adversaire tient le choc, de faire sortir un des milieux de terrain. En l'occurrence, Alex Song serait peut-être le plus à même de sortir pour apporter un plus offensivement et d'aller soutenir les attaques avec Xavi et Messi dans l'axe. L'armée des 12, l'armée des 12. Jette tes phrases dans un sac couplet, direct dans une peine, un duo dépotoir. Va en soirée, c'est la fête d'Halloween. Demande à ta mère qu'elle t'illumine. L'intoxication publicitaire alimentaire, monétaire, imagine la perversion.